à tous, bienvenue pour ce 110e et dernier numéro de l'année des infos dont on parle peu. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro. Ce numéro qui sera d'ailleurs le dernier numéro gratuit de l'agence Info Libre. Toutes les explications en fin de vidéo. Au sommaire de ce numéro, nous allons parler d'infos internationales. On parlera de la situation en Syrie et en Irak. On parlera de ce qui se passe également ailleurs, c'est-à-dire en Arabie Saoudite et en Israël. Nous reviendrons bien sûr sur la Fed qui relève légèrement ses taux pour le moment. On parlera aussi des suppressions d'emplois à Toshiba notamment. Dans la partie France, on parlera de la COP21, ou plutôt de l'après COP21. Et nous parlerons également de l'après-élection régionale et nous parlerons des conséquences de la crise qui frappe notre pays, l'Europe et le monde. Voilà, attachez vos ceintures et on y va. On attaque la partie internationale, on démarre avec la situation au Moyen-Orient. On va parler de Daesh en Syrie qui est pourchassé par la coalition internationale et par la Russie. Et Daesh qui s'implante de plus en plus en Libye. Non pas qu'elle n'y était déjà pas présente, on le sait très bien, la Libye est une plaque tournante, notamment du trafic d'hommes, du trafic d'armes, du trafic de drogue, nous le savons pertinemment. Et Daesh qui veut aujourd'hui mettre la main sur le pétrole libyen. Bien implantée sur les côtes libyennes, l'organisation terroriste continue sa progression vers l'intérieur du pays, région riche en hydrocarbures. Pour autant, aucune intervention militaire n'est pour l'instant envisagée pour y mettre fin. Ce matin, dans une intervention effectuée à la radio, Jean-Yves Le Drian a affirmé que Daesh continuait sa progression vers l'intérieur de la Libye en ayant pour but de faire main basse sur les puits de pétrole. Je cite, « Ils sont à Sirte, ils étendent leur territoire sur 250 km linéaires de côte, mais ils commencent à pénétrer vers l'intérieur et à avoir une tentation d'accès à des puits de pétrole et des réserves de pétrole, a-t-il dit. Une information déjà relayée par une source diplomatique française qui avait précisé peu de temps avant que la zone riche en hydrocarbures en question se situait près de Hadjabaya, située à 350 km de Sirte. Alors je vous parlais des frappes de la coalition internationale sur la Syrie. Aujourd'hui, on apprend que la France, pour la première fois, a frappé Daesh en Irak. L'aviation française a utilisé des bombes et des missiles Scalp, système de croisière autonome à longue portée. Une dizaine d'avions de chasse, des Rafales et des Mirage 2000 ont décollé des Émirats Arabes Unis et de Jordanie. Direction la région d'Al-Qaïm, dans l'ouest du pays, à proximité de la frontière syrienne, où ils ont bombardé des bâtiments de Daesh qui tiennent lieu de quartier général, de centre d'entraînement et de dépôt logistique, selon le ministère de la Défense. On parle de la Turquie maintenant, la Turquie à qui l'Union européenne a tourné le dos depuis une dizaine d'années environ, qui n'a pas accepté que ce pays fasse partie de l'Union européenne et maintenant on se rapproche d'eux, bien évidemment en conséquence des attentats qui ont eu lieu à Paris et pour mieux contrôler la frontière entre la Syrie et la Turquie, pour mieux contrôler les flux migratoires qui passent par la Turquie et pour mieux contrôler également toutes les armes qui passent en Turquie, de Turquie en Syrie. Comme promis, l'Union européenne a relancé les négociations d'adhésion avec la Turquie, dont elle attend une meilleure coopération sur la crise migratoire et une lutte accrue contre l'organisation État islamique en asséchant notamment le commerce lucratif de pétrole des djihadistes. Les négociations d'adhésion de la Turquie au bloc européen, entamées en 2005, piétinaient depuis des années, mais elles ont reçu une nouvelle impulsion en octobre lorsque les Européens ont proposé à la Turquie un plan d'action pour endiguer le flux sans précédent de migrants vers l'Union européenne. Toujours à propos de la Turquie, on apprend que ce pays a acheté cette année une quantité record de coton à la Syrie et à l'État islamique. 25 000 tonnes en 15 jours. L'organisation État islamique n'a jamais autant vendu de coton syrien à la Turquie, selon une source proche du négoce de la fibre. C'est un défilé impressionnant qui a passé la frontière en 2 semaines au niveau de Kilis en Turquie, 1 millier de camions de coton graines. La Turquie a la deuxième industrie textile au monde après la Chine. Elle consomme 1 400 000 tonnes de coton par an. La livraison des djihadistes qui écoulent en Turquie la récolte du nord de la Syrie ne représente pas moins de 2% des besoins annuels turcs assurés en quelques jours. La Turquie toujours, avec un parlementaire turc qui s'appelle Eren Erdem, qui est accusé de trahison. Il a dit lors d'une interview à Russia Today que Daesh faisait passer le gaz sarin par la Turquie vers la Syrie. Ankara a ouvert une enquête pour trahison contre Eren Erdem, le parlementaire turc, qui, lors d'une interview sur Russia Today, a laissé entendre que les djihadistes de Daesh avaient utilisé le territoire turc pour faire transiter du gaz sarin en Syrie. Le parquet entend renvoyer l'affaire au ministère de la Justice, après quoi il sera possible de demander au Parlement turc de lever l'immunité parlementaire du député. Une dernière information à propos de la Turquie, on apprend que ce pays va ouvrir une première base militaire extérieure au Moyen-Orient et elle sera basée au Qatar. La Turquie va ouvrir sa première base militaire extérieure basée au Moyen-Orient, au Qatar, avec l'intention de combattre un ennemi commun aux 2 pays. À terme, 3000 soldats sont attendus dans cette base, en plus d'unités aériennes, d'unités navales, un centre d'entraînement militaire et des forces spéciales.
Autre information, le Daily Express, le journal britannique, a établi une liste des villes françaises à éviter pour éviter d'être pris dans un attentat. Regardez. Il y avait les no-go zones de Fox News, vous vous en rappelez. Il y a aujourd'hui les villes françaises à éviter car jugées trop dangereuses par le Daily Express. Si le journal rappelle que la France est une destination très populaire auprès des touristes britanniques, il déconseille de se rendre dans certains endroits qui ont été la cible d'attaques ou d'opérations policières. Selon le quotidien, si les Anglais veulent voyager en toute sécurité, ils doivent proscrire Marseille, Toulouse, Lyon, Grenoble, Calais, Paris et la Corse de leur destination. On parle d'Israël maintenant et le gouvernement d'extrême droite israélien qui s'en prend à une ONG qui s'appelle Rompre le silence. Cette ONG qui dénonce les méfaits de l'armée israélienne dans les territoires occupés depuis plus de 10 ans. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou durcit le ton contre d'anciens conscrits de l'armée israélienne. Réunis au sein de l'ONG Rompre le silence, ceux-ci dénoncent depuis 2004 les pratiques de l'armée dans les territoires palestiniens et sont devenus la bête noire de la droite nationaliste. La semaine dernière, le ministre de l'Éducation a annoncé son souhait de leur interdire l'accès aux établissements scolaires. Peu auparavant, son collègue en charge de la défense avait indiqué vouloir les bannir des bases militaires. Réaction de l'ONG, je cite, « Ces décisions n'auront pas de conséquences pratiques dans la mesure où nous intervenons très peu dans ce type d'enceinte. » Voilà ce qu'a réagi Ivaï Stolar, un des porte-parole de l'ONG, mais elles s'inscrivent dans une campagne inquiétante qui vise à faire taire un certain nombre de groupes légitimes en raison de leur prise de position. Fondée par d'anciens soldats qui servirent à Hébron durant la seconde intifada, l'association Rompre le silence diffuse régulièrement des recueils de témoignages livrés par des vétérans, en général sous couvert de l'anonymat, sur le déroulement de leur mission. En mai 2015, elle a ainsi rendu public un volumineux rapport sur les coulisses de l'opération Bordure Protectrice qui a fait près de 2200 morts dans la bande de Gaza. Je cite, « Les règles d'engagement transmises aux soldats sont les plus permissives jamais portées à notre connaissance », affirmèrent alors les responsables de l'ONG qui dénoncèrent, je cite, « une politique de tir indiscriminé » et accusèrent l'armée d'avoir violé son propre code éthique. Une dernière information en ce qui concerne le Moyen-Orient, on apprend que l'Arabie Saoudite va aider l'Égypte en difficulté à hauteur de 8 milliards de dollars. L'Arabie Saoudite a promis d'investir 8 milliards de dollars en Égypte et d'apporter une aide pétrolière pendant 5 ans à ce pays qui connaît des difficultés économiques selon les médias officiels. Alors quand on sait que l'Arabie Saoudite ne va pas donner 8 milliards de dollars comme ça dans le vent, on se demande qu'est-ce qu'il y a en contrepartie. Autre sujet, on parle de la Belgique et le réacteur nucléaire de Tihange 2 qui était arrêté depuis près de 2 ans et qui a été remis en service. Le réacteur nucléaire belge Tihange 2, situé près de Liège dans le sud-est, a redémarré dans la nuit de lundi à mardi dernier après un arrêt de 21 mois lié à des inquiétudes sur la sûreté de l'installation, voilà ce qu'a indiqué son exploitant Electrabel. Les réacteurs avaient été arrêtés à 2 reprises, une première fois à l'été 2012, après la découverte lors d'opérations de maintenance de milliers de microbules dues à l'action de l'hydrogène au moment de la fabrication des cuves en acier. Après un feu vert donné en mai 2013 pour un redémarrage, l'arrêt avait été de nouveau ordonné en mars 2014 lorsqu'Electrabel avait obtenu des résultats inattendus lors d'une analyse complémentaire. On part aux États-Unis, on va parler de la Fed qui a relevé ses taux de 0,25%. Alors vous allez me dire, 0,25% c'est rien. C'est vrai, vous avez raison, mais c'est quand même une première action vers l'augmentation des taux et on sait que l'augmentation des taux de la Fed pourrait entraîner un cataclysme financier pour le reste du monde. Après des mois d'atermoiement, la Réserve fédérale a fini par relever ses taux d'1/4 de point le 16 décembre dernier. Toutefois, le mouvement devrait se faire à pas compter. Dans un communiqué, la Fed évoque une remontée des taux graduelle. Les taux qui vont osciller désormais dans une fourchette de 0,25 à 0,5 devraient poursuivre leur ascension à raison d'1 point de pourcentage par an, ce qui devrait les conduire à un niveau de 3,3% d'ici 2019. Le Japon maintenant avec Toshiba qui a annoncé la suppression de 7000 emplois dans son entreprise. Toshiba envisage de supprimer jusqu'à 7000 emplois dans le cadre d'une réorganisation faisant suite à un scandale comptable. Les coupes claires touchant essentiellement l'électronique grand public, voilà ce qu'écrit le quotidien financier Nikkei. Le groupe d'électronique japonais entend également réduire radicalement l'activité de l'usine japonaise Dome dans la région de Tokyo qui produit téléviseurs et PC, songeant à ne plus produire du tout de téléviseurs, voilà ce qu'ajoute Nikkei. Et pour terminer la partie internationale, et ça nous fera une belle transition vers la partie France, la SNCF a également annoncé la suppression de 1400 emplois pour 2016. La SNCF prévoit de supprimer 1400 postes nets en 2016, soit 1% de ses effectifs,
en ne remplaçant pas tous les départs à la retraite. Voilà ce qu'a indiqué à l'AFP un porte-parole du groupe, confirmant des informations obtenues de sources syndicales. Depuis 2003, plus de 25 000 départs n'ont pas été remplacés à la SNCF. L'an dernier, le projet de budget 2015 avait inscrit 1100 suppressions de postes, moins 0,7%. Autant avait été enregistré en 2014. On attaque la partie France, maintenant on va parler de la COP21, ou plutôt de l'après-COP21. Vous savez que la COP21 a accouché d'un accord, un accord quand même à minima, mais salué par le monde entier. Un accord différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. C'est en ces termes que le président de la COP21, Laurent Fabius, a présenté l'accord universel sur le climat qui a été adopté par consensus le 12 décembre dernier au soir par les 195 États participant à la conférence. L'accord est plus ambitieux que l'objectif initial de la COP21 qui visait à contenir le réchauffement sous le seuil des 2 degrés. Il prévoit de le maintenir, je cite, bien en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Et ce, en reconnaissant que cela réduirait significativement les risques et impacts du changement climatique. On revient également sur les sponsors de la COP21. Alors je les avais annoncés dans la vidéo à la loupe numéro 4 sur la COP21, mais bon, sachez que ceux-ci ont finalement donné bien moins que ce que tout le monde attendait. Alors le total des contributions représente 16,9 millions d'euros, soit à peine 10% du budget total, un montant très éloigné des 20% escomptés. La contribution moyenne est de 547 000 euros, avec des contributions extrêmement variables, allant d'à peine 80 000 euros pour Puma à 3 millions d'euros pour La Poste. Notez quand même que Puma, entreprise privée, La Poste, entreprise quand même publique, avec de nos deniers quand même. Les 2 secteurs qui ont le plus contribué sont le secteur de l'énergie, et notamment fossile, et le secteur des transports, avec une somme avoisinant les 3,9 millions d'euros chacun. Les plus gros contributeurs sont des entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire, majoritairement ou très significativement. EDF, ERDF, Renault, le STIP, La Poste sont les seules structures à avoir contribué à hauteur de plusieurs millions d'euros. Des multinationales d'envergure mondiale comme Google, AXA, Carrefour, BNP, Sanofi sont devenus sponsors de la COP21 pour de faibles montants, moins de 250 000 euros. Hormis la BNP, le secteur bancaire est peu représenté. Selon le secrétariat, c'est en raison de fortes pressions de certaines ONG pour mener une politique de désinvestissement dans certains projets miniers, notamment charbonniers, qui amène le secteur à craindre de se heurter à des réactions hostiles en cas de trop grande visibilité au sein de la COP. Autre information à propos de la COP21, on apprend que Maude Fautenoy, Madame Climat du parti Les Républicains, a animé une conférence pour le cigarettier Philip Morris en pleine COP21. Le secret avait jusque-là été bien gardé. Maude Fontenoy, ancienne navigatrice et actuelle Madame Climat du parti Les Républicains, a animé un séminaire pour le cigarettier Philip Morris le 3 décembre dernier en pleine COP21 et au beau milieu de la campagne régionale. Elle s'est fait griller, plaisantent les internautes sur Twitter, quelques heures après la révélation du journal du dimanche. La candidate en PACA sur la liste de Christian Estrosi intervenait devant 300 salariés de l'entreprise à propos du dépassement de soi. Je cite, « Je l'ai fait pour rendre service à un ami, je n'étais pas rémunéré », se défend l'ancienne navigatrice. Chez Philip Morris, on affirme pourtant que ce genre d'intervention n'est jamais gratuit. Alors encore une fois, je l'avais annoncé dans la vidéo numéro 4 d'À la loupe sur la COP21, le fait qu'aujourd'hui on parle de réchauffement climatique, mais on ne parle plus de l'état de la planète, on ne parle plus de la pollution, et on vient d'apprendre que l'île de la Réunion va être ensevelie sous les déchets si on ne fait rien d'ici quelques mois. Les centres d'enfouissement, bien connus pour leur pollution des sols, sont aujourd'hui la solution utilisée par l'île de la Réunion pour se débarrasser d'une partie de ses déchets. Pire, les 2 centres, Sainte-Suzanne et Saint-Louis, vont bientôt déborder. Je cite, « En 2018, ils seront à saturation et nous sommes pris par le temps », alerte Vanessa Miranville, élue maire sans étiquette de La Possession en 2014, à l'âge de 31 ans, avec comme fil conducteur l'écologie. Les 5 intercommunalités de l'île n'ont pas réussi à se mettre d'accord, regrette-t-elle. 40% des déchets enfouis auraient pu être valorisés. On parle de l'après-élection régionale maintenant. Alors vous avez vu que la droite et la gauche se sont partagées toutes les régions de France. Elles se sont entendues pour battre le Front National partout. Bon, il a fallu s'employer quand même toute la semaine. Il a fallu que les médias s'en mêlent également pour battre le Front National, mais ça a été quand même assez difficile. Alors aujourd'hui, on apprend que la France, 70% des Français voudraient qu'il y ait une coalition droite-gauche. Alors c'est bizarre parce que c'est à peu près le même nombre, 70%, qui ne ferait plus confiance à François Hollande aujourd'hui. Près de 7 Français sur 10 souhaiteraient des propositions communes entre la droite, le centre et la gauche, selon un sondage publié dans Le Parisien ce mardi. Qui pourra les mettre en œuvre? Manuel Valls.
Ce serait une démarche constructive pour 68% des personnes interrogées. Au contraire, 31% y verraient une mauvaise chose, car les partis perdraient leur identité. Enfin, 60% souhaitent que François Hollande conserve Manuel Valls, 29% veulent le maintien du gouvernement dans son ensemble, et 31% ne veulent conserver que le chef du gouvernement à la tête d'une équipe remaniée en profondeur. Ils sont 39% à réclamer un nouveau Premier ministre. Toujours l'après-élection régionale, on apprend qu'une loi serait en route, une loi qui supprimerait l'égalité du temps de parole des candidats à la présidentielle. Une proposition de loi a été discutée à l'Assemblée la semaine dernière, qui prévoit notamment la fin de l'égalité stricte du temps de parole des candidats, qui passerait de 5 à 2 semaines. Autre conséquence, François Hollande renonce définitivement à la proportionnelle pour les législatives de 2017. Le chef d'État estime que cela favoriserait trop le Front National aux législatives de 2017. Par ailleurs, il espère bâtir un accord électoral avec les écologistes. Enseignement principal, hors de question d'instaurer la proportionnelle lors des prochaines élections législatives en 2017. Ni proportionnelle intégrale, ni même une part de proportionnalité, comme le proposait le rapport de la commission Jospin en 2012. Pourtant, François Hollande s'était engagé à mener cette réforme pendant sa campagne pour la présidentielle. On continue sur la partie France et en 20 ans, jamais les Français n'ont autant utilisé le découvert bancaire qu'aujourd'hui. Au total, selon la Banque de France, les comptes ordinaires étaient débiteurs de 7,6 milliards d'euros à fin juin, ce qui représente le plus haut niveau de déficit depuis 1993. Selon l'Observatoire des crédits aux ménages, à fin 2014, plus d'un ménage sur 4, 26,4%, utilisait cette possibilité contre 24,5% 10 ans plus tôt. L'évolution peut paraître modeste en pourcentage, mais elle correspond en réalité à plusieurs dizaines de milliers de ménages supplémentaires qui affichent une attitude désormais décomplexée vis-à-vis du découvert. Une autre information qui nous concerne tous et qui n'a pas fait la une des journaux, la France prépare sa conversion vers les fonds de pension, un peu le système à l'américaine. Le ministre Emmanuel Macron prône la mise en place de fonds de pension à la française, avec quelques nuances par rapport au modèle américain. Il ne s'agirait pas d'enterrer le système de retraite par répartition, ni de dupliquer le modèle américain, mais plutôt de l'adapter aux habitudes françaises. Avec sa future loi baptisée Noé pour une nouvelle opportunité économique, Emmanuel Macron souhaite donc que cet argent disponible puisse être investi dans les petites et moyennes entreprises qui cherchent à se développer. Les JO de 2024 maintenant et l'appel aux dons qui a été fait pour la candidature de Paris qui est un véritable flop. Selon RTL, seulement 629 000 € de dons auraient été récoltés par le Comité olympique français sur les 10 millions espérés pour soutenir la candidature de Paris. Une goutte d'eau dans un budget de candidature estimé à 60 millions d'euros. 30 millions d'euros sont apportés par les pouvoirs publics, les 30 autres devraient être trouvés par les organisateurs, dont 10 grâce aux dons selon la radio. On va parler maintenant du vote à l'Assemblée des députés contre l'évasion fiscale, vote qui s'est terminé par un couac. Le couac du gouvernement donc, les députés avaient voté un amendement permettant de lutter contre l'optimisation fiscale. Le gouvernement a exigé dans la nuit un deuxième vote pour retoquer la mesure. C'est une grande leçon de démocratie parlementaire et une belle occasion manquée. C'est aussi la sempiternelle séquence qui risque d'alimenter les déçus de la politique pour qui le gouvernement se paie de mots mais se passe d'actions marquées à gauche. On parle également du soupçon d'escroquerie de Thomas Fabius qui a passé une journée en garde à vue. Selon iTélé, Thomas Fabius est en garde à vue à Nanterre dans une affaire de faux, blanchiment et escroquerie. Les enquêteurs s'intéressent notamment à l'acquisition en 2012 d'un appartement à Paris pour 7 millions d'euros. Cette transaction avait fait l'objet d'un signalement par la cellule anti-blanchiment de Bercy, Tracfin. Thomas Fabius est également visé par un mandat d'arrêt délivré par les États-Unis fin octobre. Il est accusé d'avoir rédigé des chèques en bois d'un montant total de plus de 3,5 millions de dollars, environ 3,2 millions d'euros, dans plusieurs casinos de Las Vegas mi-2012. Après le 13 novembre, vous êtes au courant, la France est passée en état d'urgence et on compte plus de 500 procédures judiciaires ouvertes en France et plus de 2700 perquisitions. Près de 500 procédures judiciaires ont été engagées à la suite des 2700 perquisitions administratives effectuées dans le cadre de l'état d'urgence décrété à la suite des attentats du 13 novembre. Je cite, « Il s'agit principalement d'enquêtes relatives à des infractions à la législation sur les armes, 187 procédures, à la législation sur les stupéfiants, 167 procédures. » Voilà ce que précise le ministère de la Justice dans un communiqué. 51 personnes ont d'ores et déjà été incarcérées en détention provisoire ou après une condamnation et 279 enquêtes sont toujours en cours. Le gouvernement a décidé de réduire les aides au logement pour les travailleurs précaires en France.
Comme l'ont annoncé l'UNEF et la FAGE sur leur site internet, un décret prévoit de réduire les aides personnalisées au logement, APL, pour les jeunes de moins de 25 ans exerçant une activité rémunérée hors CDI et gagnant moins de 1 290 € par mois. Ce décret pourrait entrer en application dès le 1er janvier 2016. Comme le rapporte la FAGE, la mesure toucherait 150 000 jeunes. En moyenne, ils seraient privés de 750 € d'aide par an. On parle de Orange maintenant et l'autorité de la concurrence qui a infligé une amende de 350 millions à l'entreprise pour avoir freiné le développement des autres entreprises sur le marché. L'autorité de la concurrence a annoncé jeudi dernier sanctionner le groupe Orange à hauteur de 350 millions d'euros pour avoir freiné abusivement le développement de la concurrence sur le marché des services fixes et mobiles de la clientèle entreprise depuis les années 2000. Orange a choisi de coopérer avec l'autorité de la concurrence. Elle ne conteste pas les pratiques ni leur caractère anticoncurrentiel, ni enfin l'issue donnée à l'affaire, qu'il s'agisse de la sanction pécuniaire ou des injonctions destinées à rétablir immédiatement un fonctionnement concurrentiel du marché. Voilà ce que précise l'autorité dans un communiqué. Autre information qui n'a pas fait la une des journaux, à Paris, l'école de commerce était une usine à clandestins. L'établissement situé dans le 15e arrondissement de la capitale a permis l'entrée illégale en France d'1 millier de Chinois. Le 7 décembre dernier à 6 h du matin, une soixantaine de policiers en civil de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans titre déclenchent de manière simultanée 14 perquisitions à Paris, en banlieue et en Ardèche. La police a saisi des cartons, de documents, du matériel informatique, un lot de chèques sans ordre pour une valeur de 180 000 € ainsi que 80 000 € en espèces. Derrière sa façade propette abritant des cours de langue français, une branche business school des classes censées mener à des BTS, des masters et des doctorats, l'établissement était en fait dirigé et animé par une équipe d'escrocs chevronnés qui multipliaient des dossiers de fausses inscriptions pour recruter en toute illégalité des corps de jeunes Chinois candidats à l'exil. Toujours à Paris, on parle également d'un camp de Roms qui s'est installé sur des anciennes voies ferrées. Ce n'est pas la première fois que la Petite Ceinture, rocade ferroviaire de Paris en partie désaffectée, accueille un camp de Roms. En mars 2014, 53 personnes avaient été évacuées d'un bidonville à hauteur de la Porte de la Chapelle dans le 18e. La préfecture de police était intervenue à la suite d'une plainte de Réseau Ferré de France, propriétaire de l'emprise. Jean-Emmanuel Terrier, dont l'association espère relancer les trains de découverte de la ligne en 2016, serait étonné que cela puisse durer des mois. Nous n'avons rien contre les Roms, mais c'est un obstacle à la reprise de la circulation touristique, souligne-t-il. Et pour terminer cette vidéo, on parle quand même de ce qui se passe à Calais actuellement. C'est pratiquement l'état de guerre actuellement. On reçoit des vidéos de gens qui habitent à Calais, des vidéos incroyables où on voit des réfugiés qui mettent des morceaux de bois, des rondins de bois, qui empêchent les camions, les voitures, qui empêchent tout le monde de passer pour qu'ils s'arrêtent, pour qu'ils puissent grimper à l'intérieur et partir en Angleterre. On est pratiquement dans un état de guerre à Calais actuellement et ça fait pas la une des journaux, c'est quand même incroyable. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie tous ceux qui soutiennent l'agence InfoLibre. Je vous parlais de conséquences fâcheuses en cas d'échec de la cagnotte KissKissBankBank. La conséquence fâcheuse, nous y sommes, c'est le passage payant des infos dont on parle peu à partir de début 2016. Alors qu'est-ce que nous vous proposons? Nous vous proposons d'abord une info dont on parle peu améliorée, c'est-à-dire plus d'informations, des meilleures informations, un meilleur montage bien évidemment, une meilleure vidéo et une nouvelle rubrique. Tout ça, c'est pour début 2016. Comment regarder les infos dont on parle peu à partir de 2016? Vous pouvez rester sur YouTube et vous payerez par numéro 0,99 €. Soit vous passez par la boutique de l'agence InfoLibre et là vous achetez votre numéro directement sur la boutique, boutique.agenceinfolibre.fr. Vous pouvez également vous abonner pour tous les numéros de l'année des infos dont on parle peu pour 20 €. Pour 20 €, vous aurez accès à tous les numéros de l'année, ce qui représente environ une trentaine de numéros. Vous pouvez également passer par la lettre d'analyse et d'information libre, à savoir que une personne qui achète un numéro de la lettre d'analyse et d'information libre aura droit à 3 IDOP. Une personne qui achète un abonnement de 3 mois à la lettre d'analyse aura les infos dont on parle peu pour 3 mois. Une personne qui s'abonne pour 12 mois à la lettre d'analyse aura les IDOP pour toute l'année. Voilà. Vous pouvez donc passer par la boutique de l'agence InfoLibre. Là, vous avez le paiement soit par PayPal, soit par chèque, soit par carte bleue avec un paiement sécurisé. Et je vais mettre en place également un bulletin d'inscription pour ceux qui veulent ne pas s'inscrire électroniquement.
ce que je peux comprendre. Donc ce bulletin, vous le remplissez et vous le retournez à Agence Infolibre, 73 cours Albert Thomas, 69 003 Lyon. Voilà, j'espère que vous comprenez que ce n'est pas pour embêter les gens que nous passons les IDOP payantes à partir de 2016, mais c'est pour pérenniser l'Agence Infolibre et pour faire contrepoids aux médias de masse aujourd'hui. Nous devons pérenniser notre entreprise, sinon l'Agence Infolibre disparaîtra. C'est clair, c'est net et c'est précis. Je vous remercie tous pour votre attention. Rendez-vous donc en 2016 pour une nouvelle info dont on parle peu. Restez bien informés en restant sur le site de l'Agence Infolibre, agenceinfolibre.fr. N'oubliez pas également le Twitter, n'oubliez également pas le Facebook. Les informations continuent sur agenceinfolibre.fr. Ciao à tous, bonne fête de fin d'année.